Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Omnicia. Je suis Simon et je vous aide à vous poser les bonnes questions afin de surmonter vos crises existentielles et à préparer votre avenir grâce à la philosophie. Dans ce podcast, je partage des réflexions et montre comment les mettre en pratique afin d'avoir une vie plus sereine. Sur ce, bonne écoute. J'avais envie de vous parler d'amour parce que je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui me passionne dans la mesure où c'est à la fois ça peut à la fois être extrêmement complexe tout en étant extrêmement simple, c'est assez paradoxal. Aussi, c'est quelque chose, c'est à la fois un sentiment qu'on partage tous. Je pense qu'on aime, soit on aime d'amitié, soit on aime nos parents, soit on aime d'amour plutôt en mode love, mais en tout cas c'est quelque chose qui est partagé par tous, qui est vécu par tous, avec d'énormes points communs, et plus on entre dans le détail de la sensation d'amour, et c'est là où on voit toutes les différences. On peut étudier également l'amour un peu comme un concept à la fois sociologique, culturel, biologique, etc. Donc je me suis dit que ce serait bien aussi de l'aborder d'un point de vue philosophique. Parce que dans mes connaissances à propos de la philosophique, il y a quelques bouquins qui me viennent en tête, notamment Le Banquet de Platon, où le thème principal est l'amour, mais je voudrais aussi le mettre en relation avec ce qui se passe au XXIe siècle. C'est quoi aimer au XXIe siècle? C'est quoi aimer dans les problématiques contemporaines qu'on peut croiser de nos jours? Un premier temps sera réservé à la chimie de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que l'amour est un pur produit biologique, une réaction chimique dans notre cerveau qui se propage ensuite dans notre corps, auquel cas il y aurait une forme de déterminisme dans l'amour, l'amour comme nécessité, est-ce qu'on peut échapper à ça ou pas? Un deuxième temps sera une réponse justement à savoir si l'amour est uniquement de la chimie ou pas. Quelle distinction y aurait-il à faire entre, on va dire, l'amour avec un grand A, une espèce d'amour voulu, et un amour plutôt libidinal qui répondrait à un simple désir, un besoin de perpétuer l'espèce. Et enfin, un troisième temps, le problème de l'amour au XXIe siècle, à savoir un peu une forme de consumérisme de l'amour. Est-ce qu'on peut vendre de l'amour? Est-ce qu'on vend vraiment de l'amour quand on pense vendre de l'amour? Donc, première partie, l'amour comme nécessité. C'est un constat qu'on peut se faire. Notre univers obéit à des lois naturelles, des lois de la physique, qui lui permettent justement d'exister. Donc chaque chose qui arrive dans notre univers peut s'expliquer quand on remonte les mécanismes, que ce soit de la naissance d'une étoile jusqu'à son décès. Or, notre monde sur lequel il y a de la vie, en tout cas il y a sûrement de la vie ailleurs, mais pour le moment, il faudra déjà qu'on voit qu'est-ce qu'on appelle vie, mais là je vais me concentrer plutôt sur la Terre. Le monde dans lequel nous vivons, notre environnement obéit lui aussi à des lois de la physique. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, nous obéissons à certaines lois. Nous obéissons à un certain déterminisme biologique. Or, si nous sommes vivants dans un monde déterminé, il y a de fortes à parier qu'un sentiment comme l'amour soit lui aussi déterminé, et qui peut donc s'expliquer par une simple suite de réactions. L'amour ne serait alors qu'un simple mécanisme. Et donc il serait donc déterminé, il obéirait peut-être à une fin ou pas. Ce qu'on peut noter, c'est que l'attrait physique qu'on va avoir pour quelqu'un peut être déterminé par une forme de ce que notre cerveau détecterait une forme de symétrie du visage. Un visage qui nous paraît bon, en gros, nous paraîtra beau. La perception des visages passe également par une suite de réactions qui fait qu'on voit un visage, on le trouve à peu près symétrique, on va le mettre dans la catégorie visage attrayant. Et du coup, à partir de là, va être déclenchée une suite. Alors, par contre, je ne suis pas du tout biologiste, c'est mes souvenirs de biologie à la fac. Donc, j'espère que je ne vais pas dire trop de conneries. Auquel cas, vous me direz si c'est faux ou pas, s'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en voyant un visage qui va nous paraître attrayant, il y aura une suite de réactions, un shoot de dopamine, qui va nous procurer une forme de plaisir, même un plaisir tout court, ce ne sera pas une forme de plaisir. Ensuite, je crois que ça s'appelle de l'ocytocine,
qui fait qu'on va être stimulé par la vue de ce visage. Et du coup, à la suite de ça, on va avoir un attrait, on va vouloir réitérer cette expérience, réitérer le bien-être que l'on ressent lorsqu'on est en présence d'un visage, ou d'une personne en tout cas, pour lequel on a un attrait. À partir de là, ce qu'on peut en dire, c'est que le sentiment amoureux peut donc s'expliquer en termes matérialistes. Ce que j'appelle matérialiste, c'est le fait de considérer que notre univers est uniquement composé de matière. C'est pas matérialiste au sens de vouloir posséder quelque chose, des biens matériels. Ainsi, pour en revenir un peu sur le mécanisme chimique de l'amour, si ça peut s'expliquer chimiquement par des réactions, je sais pas, des réactions de notre cerveau qui ensuite envoient toutes ces hormones dans notre corps, on pourrait très bien dire qu'au fond, on n'est pas libre en fait d'être amoureux ou de ne pas l'être. Et c'est là où je vais mobiliser Schopenhauer, qui dans Le monde comme volonté et comme représentation, nous disait que du coup l'amour c'est en fait un complot de la volonté. C'est-à-dire que ce qu'on appelle amour est une suite de mécanismes dont le but est la simple reproduction. Le but de l'amour, ce serait un terme gentil pour désigner juste le fait de perpétuer l'espèce. Dans la mesure où étant des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants, répondant du coup comme les autres êtres vivants répondent également à un déterminisme, que ce soit le chien, le chat, le lion, le cerf, etc. Au fond, les humains ne feraient qu'obéir à une forme de loi naturelle dont le but serait de perpétuer notre espèce. Là, je parle de l'amour au sens d'une relation amoureuse, mais c'est, comment dire, cette réaction chimique, elle est exactement la même d'une mère ou d'un parent pour son enfant, d'un enfant pour son parent, d'un chat, d'un chien, également, comment dire, c'est partagé par d'autres espèces. Mais même entre eux, les différentes espèces. Il y a eu des recherches qui ont montré que, enfin je pense, je fais l'expérience avec Jacob, je pense que quand je vois Jacob, ça veut pas dire du tout que je veux perpétuer l'espèce, mais par contre, je pense que j'ai j'ai de la même dopamine, la même ocytocine qui apparaissent dans le sens où il y a de l'attendrissement. Et je pense que c'est pareil de son côté. Ou alors il me méprise, comme chat qu'il est, et du coup se sert de moi uniquement dans le but de contrôler le monde. C'est une autre possibilité. Où j'en étais? Ce qu'on peut dire par là, c'est que on peut appréhender l'amour d'un point de vue de la nécessité, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être. Mais cette définition de l'amour au sens d'une pure réaction matérielle en vue de perpétuer l'espèce, ça exclut d'autres personnes, des personnes par exemple qui ne veulent pas d'enfants, des personnes qui ne veulent pas se reproduire, des personnes qui ne... L'amour entre personnes de même sexe également. Et pourtant, le sentiment amoureux est bien là. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu réducteur. C'est-à-dire que on peut appréhender l'amour de ce point de vue-là, mais est-ce que l'amour, c'est uniquement une réaction chimique? Il faut entrer un petit peu plus dans la subtilité, dans la mesure où on ne peut pas nier le fait qu'il y ait une réaction chimique avec le sentiment amoureux, mais en tant qu'espèce humaine ayant la capacité justement d'avoir un propre recul sur notre existence, est-ce qu'on peut pas justement y mettre un peu notre grain de sel? C'est-à-dire essayer de transcender d'une certaine manière ces lois. Dans la littérature, j'en arrive du coup à mon deuxième point, dans la littérature, un amour qui transcenderait justement ces mécanismes, il est soit impossible, soit se termine dans la mort. Après, j'ai pas non plus une culture littéraire hors du commun, mais si on prend une figure emblématique de l'amour, chez Tristan et Isolde, Roméo et Juliette de Shakespeare, on voit que déjà, ça commence pas bien. Dans Roméo et Juliette, ça met en scène du coup deux familles qui se détestent, dont j'ai oublié les noms, les Montaigu et les je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est ça, c'est les Capulet, les Montaigu et les Capulet. Donc déjà, c'est un amour impossible. Généralement, les personnages meurent avant d'avoir pu engendrer, ou alors résolus leur amour dans la mort. Ce qui met déjà un petit peu le ton du genre voilà ce que serait un véritable amour. C'est quand même un peu dommage
Bon, évidemment, c'est plutôt joli, le mec écrit bien, on va pas se mentir. L'histoire de Roméo et Juliette, c'est un peu les figures emblématiques de l'amour, mais ça se base quand même sur une histoire que personne n'a vraiment envie de vivre. Je suis pas convaincu que la majeure partie de la population ait envie de vivre une histoire avec des familles qui se détestent, mourir jeune, enfin, et mourir tout court, en fait. Comment on pourrait apporter une solution à cette problématique? Est-ce que ça veut dire que, enfin, pour le moment, on a le choix entre un amour comme pure nécessité ou un amour qui transcenderait cette nécessité, mais impossible, véhiculé par des siècles et des siècles de culture littéraire. Je critique pas, c'est pas une critique de la culture littéraire, c'est juste que nos schémas d'histoire d'amour sont imprégnés justement de cette culture. Et du coup, ça émet des archétypes sur lesquels on va fonder nos comportements contemporains. Est-ce qu'au fond, le véritable amour, ce serait pas plutôt un amour non pas intemporel, mais qui s'inscrit du coup dans le temps? C'est plutôt un amour qui serait l'acceptation de vouloir vivre, vieillir, et à la fin, du coup, mourir avec la, soit la même personne, soit plusieurs personnes. C'est aussi quelque chose qu'on pourra questionner. Est-ce que du coup, je sais pas si vous avez vu le film Là-haut, ou Up également en anglais. C'est un film d'animation des studios Walt Disney et Pixar, qui met en scène, du coup, au fond, c'est un peu c'est même très émouvant. Alors au début, ce sont quasiment des enfants, ils sont jeunes, et puis finalement, ils se mettent ensemble, et le temps passant, on les voit vieillir, enfin grandir, vieillir, etc., etc., et l'un des deux personnages décède faute du temps. Est-ce que du coup, on pourrait pas imaginer que un amour qui va au-delà de la simple nécessité, ce serait également un amour qui s'inscrit dans la durée? Un amour qui serait plutôt vouloir vivre, vouloir vieillir au point de finir ses jours avec cette personne, en partant du postulat que ce soit possible. Autrement dit, une des définitions par exemple de l'amitié, qui serait l'amour moins le corps, dans la mesure où, bon, ça peut arriver de coucher avec ses potes, c'est pas non plus le but d'une amitié. Si jamais une amitié devait avoir un but, peut-être justement que le simple fait d'être ami en soi, c'est déjà vachement bien. Et qu'on pourrait dire que du coup, l'amour, ce serait l'amitié plus le corps, dans la mesure où il y a un amour qui serait plus charnel que dans l'amitié. D'où le fait, c'était le post que j'avais mis sur Instagram mercredi. On a tendance, quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on cherche l'amour, généralement il nous tombe plutôt dessus, mais d'avoir un idéal avec une telle liste de qualités. Seulement, c'est pas un problème, mais si on se fonde là-dessus, en établissant une liste de critères de qualité, c'est que c'est assez facile d'aimer des qualités, c'est beaucoup plus difficile de réussir à apprécier des défauts. D'où le fait qu'il serait peut-être plus sain, d'une certaine manière, non pas de rechercher des qualités, mais se dire quel type de défauts je suis capable d'aimer, quel type de défauts dans le temps ne me dérangeront pas. C'est un pari qu'on se fait avec soi-même, et ce qui demande également une connaissance de soi, dans la mesure où on doit savoir un peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais si on fonde le désir sur un agrégat de qualités, le problème avec ça, c'est que ces qualités sont des qualités, oui, jusque-là, ça nous avance bien, restent des qualités jusqu'à temps qu'elles ne soient pas altérées. Et là, je pense à Pascal dans Les Pensées, un court texte qui s'appelle Qu'est-ce que le moi, où il demande en fait, il pose la question qu'est-ce que le moi, et il prend le cas de l'amour, ou toi de l'intérêt qu'on peut avoir avec une personne, je vais pas non plus trop entrer dans les détails, mais en gros, il se pose la question, voilà, si on m'aime pour ma mémoire, si on m'aime pour ma beauté, dès l'instant où j'aurai, alors lui il emploie le terme de vérole, qui est une espèce de verrue, ces qualités peuvent être altérées dans le temps. Alors que les défauts, une fois qu'ils sont là, ils sont présents, soit ils durent dans le temps, soit justement on se met à s'y habituer et du coup on n'y voit même plus, on prend même plus conscience, soit justement ces défauts peuvent disparaître également. Et auquel cas, c'est mieux que si c'est des qualités qui disparaissent. Donc, d'une certaine manière, si on se dit que justement l'amour rend aveugle, où il y a toute notre attention est focalisée sur une personne, je vais prendre le cas d'une personne, on parlera du polyamour plus tard si vous voulez, juste que pour expliquer c'est plus simple. Si on dit que comme l'amour rend aveugle dû à une espèce de shoot
de toutes ces hormones. Je sais même pas si c'est des hormones, enfin. On est focalisé sur une personne, on ne voit que ses qualités. Dès l'instant où elle n'est pas présente, bah du coup il y a un sentiment de manque. Et dès l'instant où on revoit cette personne, bah du coup hop, ça y est, de nouveau un shoot de dopamine. Encore une fois, je dis peut-être des... Je me trompe peut-être dans les termes, mais vous voyez qu'il y a un sentiment de manque, et dès l'instant où le stimulus arrive, il y a d'un coup un sentiment d'apaisement. Il y a également un très beau texte de Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, où il parle du tumulte d'angoisse. On attend depuis 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, etc. On se met à détester cette personne, en disant mais purée, pourquoi elle est pas là, tu fais chier, en gros. Et dès l'instant où la personne arrive, ça peut être 1 heure ou 2 qu'on l'attend, on a pu la détester, et d'un coup, hop, c'est de nouveau l'amour de notre vie. Donc l'amour roi aveugle, bah, ce que je propose, c'est d'être clairvoyant. Une forme de clairvoyance qui serait là justement pour éviter de tomber dans cet amour passionnel qui serait... où ce serait pas vraiment de l'amour, au sens, on va dire, noble du terme, mais plutôt au sens d'une forme d'obsession. De là où peut naître une dépendance affective, et justement peut ruiner une vie, voire des vies. Ce qui voudrait dire que, du coup, une forme, ce qu'on appellerait d'amour véritable, même si j'aime pas trop ce terme, serait un amour qui tend à transcender, du coup, la condition humaine, au sens où on accepte la nécessité, non pas la nécessité d'être obligé de tomber amoureux, obligé d'aimer, mais plutôt accepter notre part animale qui fait qu'on répond au même type de déterminisme que les autres êtres vivants. Mais ayant une capacité de conscience qui rend notre condition à la fois misérable et honorable, dans le sens où c'est à la fois génial d'avoir notre capacité de conscience parce qu'on arrive à prendre du recul sur notre propre vie, et d'un autre côté, c'est ce qui nous fait prendre conscience du fait qu'on va mourir. Et donc, en utilisant notre capacité de conscience, on aurait l'occasion, du coup, de transcender cette nécessité. Ce qui irait rajouter un peu notre grain de sel dans le brouhaha de la nécessité. J'ai une définition un peu de la liberté, au sens où effectivement on n'est pas libre, mais peut-être qu'on aurait une capacité à choisir notre nécessité, ce qui est complètement paradoxal, je vous l'accorde. Tu vois, c'est la conception de la liberté que j'ai. C'est l'autonomie, en fait. Donc si je récapitule un petit peu, c'est que on a sur la thématique de l'amour, on a une première partie, une première grille de lecture qui serait l'amour comme nécessité, où ce serait pour masquer, on a mis une bonne dose de culture dessus, une bonne dose de beauté, pour masquer le fait que le but n'est uniquement que la reproduction des êtres vivants dont nous faisons partie. Mais est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est que ça? Pas forcément. Dans la mesure où on peut également y mettre non pas un peu d'humanité, mais peut-être un peu d'art au sens très large du terme, reprendre un peu les ficelles, où ce serait un amour, au lieu d'être voulu par l'amour, on pourrait vouloir l'amour, où on accepte pleinement une personne. C'est pas l'idée de ne pas prendre en compte ses qualités, parce que c'est bien d'avoir des qualités, c'est bien de reconnaître les qualités des personnes, mais également le fait de se demander quel type de défaut je peux tolérer pour un amour qui serait durable d'une certaine manière, et pas pure consommation d'humains, ce qui justement est une bonne transition, parce que j'en arrive à mon troisième point, qui est intitulé L'amour consumériste. Pour ça, je vais me fonder sur un livre, alors je sais pas si je prononce bien son nom, de Shina Iyengar, dans The Art of Choosing, qui est en fait le paradoxe du choix, dans la mesure où vous avez sûrement déjà vécu ça, vous êtes sur Netflix ou sur YouTube et vous scrollez, en quête de chercher quelque chose à regarder. Et vous passez beaucoup plus de temps à chercher quoi regarder qu'à regarder quelque chose. Ça a été illustré dans une expérience où, en gros, on mettait, je crois que c'était avec des pots de confiture, où il y avait des individus. Ils avaient le choix entre 6 pots de confiture et on notait à la fois le temps qu'ils prenaient pour choisir et s'ils prenaient quelque chose parmi ces pots. Ensuite, on a fait la même expérience avec 24 pots de confiture, observez les mêmes, donc ils ont pris les mêmes critères, le temps pour choisir quelque chose, et si les gens choisissaient quelque chose. Et
moins il y avait de choix, et plus les gens agissaient. C'est exactement ce qui se passe sur YouTube, sur Netflix, ou d'autres plateformes, ou même sur Spotify, bref. En gros, plus on a de choix, moins on choisit. Alors de là à rapprocher ça avec le concept d'angoisse chez Kierkegaard, c'est-à-dire que l'angoisse chez Kierkegaard, c'est le fait, pour faire très simple, c'est comme si vous êtes face à une falaise. Déjà, je peux comprendre qu'on ait peur. Mais c'est l'idée de se sentir aspiré parmi l'ensemble des possibles. Et du coup, le fait de choisir, ça annihile l'ensemble des possibles. Donc comme nous sommes dans une société d'abondance, où l'on prône la liberté, en disant bah, vous avez le choix, en fait, cette liberté au sens large du terme, elle est complètement biaisée par le fait qu'on nous propose tellement de choix qu'au final on ne choisit pas. Mais choisir de ne pas choisir, bah, c'est quand même choisir. Ce qui fait qu'au fond, on a la possibilité de rencontrer des gens, mais on ne les rencontre pas vraiment. La sociologue Eva Illouz, je ne sais pas si, encore une fois, si je prononce bien ce terme, dans son livre Pourquoi l'amour fait mal, où elle dit que comme on peut rencontrer beaucoup plus facilement de personnes avec des applis comme Tinder, ou même je sais pas, adopte un mec ou mythique ou je ne sais quoi. Il y a deux conséquences à ça. C'est que il y a l'idée du coup de le paradoxe du choix à en prendre en compte, donc on ne choisit pas étant donné qu'il y a beaucoup trop de choix. Et comment être sûr que la personne suivante n'était pas mieux que la personne que j'ai là en face de moi. Quand ça arrive pour des yaourts, par exemple, vous êtes dans un magasin, vous voulez acheter des yaourts, et vous disiez, bah, le packaging fait que vous êtes orienté plutôt vers tel type de yaourt, et si vous repartez chez vous en vous disant « Ah, je sais pas si c'est les bons yaourts, peut-être que les autres seront meilleurs », c'est pas grave, dans la mesure où c'est des yaourts. Mais si c'est un être humain, où vous créez la rencontre, mais en partant du principe que peut-être que c'est pas la bonne personne, eh ben toute la perception holistique que vous aurez de cette personne-ci va être passée sous le prisme du peut-être que c'est pas la bonne. Et du coup, comme notre cerveau cherche à faire du sens et à valider ce que nous croyons pour le tenir comme vrai, vous allez trouver en fait dans les signaux qu'envoie cette personne le fait que ce ne soit pas la bonne personne. Arrive la deuxième conséquence, c'est que, étant donné le tumulte de choix, la pléthore d'individus qui existent, si admettons c'est pas la bonne personne, ce qui peut arriver, évidemment, si vous cherchez quelqu'un de bienveillant et que au premier rendez-vous il vous dit ça va connasse ou ça va connard, bon, c'est pas c'est peut-être pas une bonne personne, effectivement. Mais comme il y a l'idée qu'il y a un tumulte d'individus, bah vous pourrez toujours changer en fait cet individu. De la même manière, ou si vous n'êtes pas content d'un produit, soit bah, vous le consommez, je sais pas si c'est des yaourts qui finalement sont pas transcendants. En même temps, c'est rare d'avoir des yaourts transcendants. Que ce soit les meilleurs yaourts du monde. Pourquoi pas. Mais auquel cas, bah, soit vous allez les rapporter au magasin en disant bah, écoutez, c'est dégueu. Goûtez, vous verrez. Mais vous pouvez pas faire ça avec un humain. Ou alors c'est chelou. Il n'y a pas de SAV d'individu. Surtout si vous dites goûter, c'est pas bon. Après tout, pourquoi pas. Donc on en arrive à un point, c'est là où je voulais en venir, je rigole, mais en fait c'est quand même grave. Dans la mesure où, en étant dans une société qui prône la liberté et le bonheur, en faisant des buts de vie, et vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou bah, plutôt que dans la rue, parce que ce serait flippant. Vous savez que je considère le bonheur non pas comme un objectif, mais une conséquence d'un mode de vie. En prenant le bonheur et la liberté, il y a l'idée que du coup l'amour en choisissant, c'est-à-dire en annulant les autres choix, c'est également l'engagement, c'est également prendre ses responsabilités, et du coup on a l'idée que amour égale absence de liberté. Dans une société qui prône justement cette liberté, mais elle prône une liberté tout en n'en donnant pas la définition, ou alors en en donnant une mauvaise définition, en disant que bah, chacun fait ce qu'il veut. Donc, évidemment, je suis pas contre l'idée que chacun fasse ce qu'il veut, mais c'est beaucoup trop dangereux pour le collectif
d'avoir une définition de la liberté comme étant chacun fait ce qu'il veut. Dans ce cas, si c'est ça la définition de liberté, moi, si mon délire c'est de tuer des individus, dans ce cas, m'interdire de tuer des individus, c'est aller à l'encontre de ma liberté. Alors que si on prône une liberté comme étant plutôt une définition rousseauiste du contrat social, je crois que c'est ça la référence, qui dit obéir à la loi qu'on s'est prescrite et liberté, donc on est plus dans une liberté en tant qu'autonomie. Si on prend ses responsabilités en aimant une personne, encore une fois je dis une personne, ça peut être plusieurs, je sais pas si c'est plus simple d'aimer une personne ou plusieurs, ça, à la limite je m'en fous, mais en tout cas c'est plus simple pour mon discours de prendre ça en exemple. Du coup, ouais, prendre sa responsabilité en, du coup, avoir le courage d'une certaine manière de s'engager, faut que la personne évidemment en face ait exactement la même envie, sinon ça marche pas. Et ben vous continuez d'être libre, étant donné que vous êtes obéi à la loi que vous êtes prescrite. Je pense qu'il est faux de croire que l'amour est une absence de liberté. Par contre, toujours dans une société qui fait du bonheur une forme de dictature du bonheur, en disant sois heureux sinon c'est que t'es nul, je caricature, mais on n'en est pas loin. Faisant du bonheur un objectif de vie, fait qu'on oriente nos choix non pas dans le but d'être épanoui, presque, mais plutôt dans le but d'être heureux. Or, il est faux de considérer que notre vie ne sera qu'amour et eau fraîche et bonheur. C'est pas possible dans la mesure où... Enfin, le bonheur n'existe uniquement que parce que le malheur existe. Si dans notre vie il n'y avait que des moments heureux, on n'aurait pas de comparatif avec des moments où on serait heureux. De la même manière, je sais que je suis en bonne santé parce que j'ai connu la maladie. J'ai pas fait d'études de médecine, mais j'imagine qu'on voit d'abord comment un corps en bonne santé fonctionne pour déceler les moments où justement il ne fonctionne pas bien et qui du coup étudier les symptômes d'une maladie. Ce qui se passe actuellement, peut-être que ça a toujours été comme ça, hein. Faudrait vraiment faire une recherche approfondie de l'histoire des relations humaines à travers l'histoire de l'humanité. Ça devrait être passionnant, mais déjà, bah, j'ai pas le temps. Donc peut-être que ce que je dis là, en parlant du 21e siècle, 20e, 21e siècle, ça a toujours été comme ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai à l'époque que vous et moi vivons. Ce que je veux dire par là, c'est que notre société, avec un système économique néolibéral, qui est du coup la poursuite du libéralisme à partir des révolutions industrielles de 1850 et de la grande accélération à partir de 1950, où tout va très vite, ben, notre modèle consumériste a fait de nous individus des consommateurs potentiellement consommables. Et en gros, j'ai un peu l'impression que vous prenez tous les ingrédients, donc c'est-à-dire le paradoxe du choix, la pléthore d'individus que l'on peut rencontrer dans une société prônant la liberté et faisant du bonheur un objectif, vous avez à peu près tous les ingrédients pour que ce soit difficile d'avoir un amour, en tout cas une forme de rencontre durable. Alors, je prône pas du tout le fait que quand on rencontre quelqu'un, il faut à tout prix tout faire pour avoir que ça dure dans le temps. Il y a des fois, ça marche pas. C'est normal. C'est beau si ça marche, si c'est voulu des deux côtés. Mais quand ça marche pas, ça marche pas. Si les deux personnes sont pas épanouies, ou même si une des deux personnes ne sont pas épanouies, ou trois, ou quatre, je sais pas, c'est pas mon problème. Bah, comment dire, faut pas non plus être dans le délire de, ah non, cette personne ou personne d'autre. Le but, c'est quand même que ça se passe bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, ce que je peux déceler, si on fait de la liberté et du bonheur les points cruciaux de notre société, il y a une forme d'absence de responsabilité dans la mesure où faire du bonheur un objectif de vie, c'est nier le fait on ne rencontre pas tout le temps le bonheur. Du coup, d'une certaine manière, on déresponsabilise les personnes des autres émotions qu'elles peuvent rencontrer, notamment la tristesse. Enfin, il n'y a pas que, pas soit triste, il n'y a pas que le bonheur et la tristesse, mais je veux dire, notre vie sera jonchée de moments où on ne sera pas au top de notre forme, on va en chier.
ça arrive, rencontrer de la tristesse, rencontrer de la colère, du dégoût, etc., et pas que de la joie. En faisant une espèce de dictature du bonheur, il y a une déresponsabilisation des autres émotions que l'on peut rencontrer, et du coup une déresponsabilisation des émotions elles-mêmes, une déresponsabilisation de notre humanité. Enfin, notre humanité au sens du fait d'être humain. Ce qui n'aide pas non plus à l'idée d'avoir des rencontres qui ont du sens. J'en arrive un peu à la fin de mon propos. En rapide conclusion, on a vu qu'il y avait un amour, donc un amour comme déterminisme biologique qu'on ne peut pas nier. Nous vivons dans un monde déterminé, donc nous répondons à ce même déterminisme. Donc il y a une forme de déterminisme dans la rencontre amoureuse. Ce qu'on a vu avec des réactions corporelles, des réactions physiologiques, etc. Il y a également un amour comme déterminisme sociologique, qui est du coup le point qu'on a vu là maintenant. Et le but de tout ceci, le but de ce live et de ce futur podcast, c'est également d'inciter à la déconstruction de certains concepts, notre mode de fonctionnement, notre mode de rencontre, la manière dont on aime à notre époque, déconstruire certaines pratiques sociales, pour essayer de voir un peu, du coup c'est une forme de... le but c'est également de faire la généalogie de tout ce qu'on fait, ne pas prendre ce que l'on fait comme acquis, et plutôt de voir d'où ça vient, c'est ce qui a rendu possible en fait nos pratiques socioculturelles. Ce qui est du coup aussi une remise en question, une déconstruction de nos propres pratiques, ce qui sous-entend une invitation à la connaissance de soi, pour enfin mieux communiquer. Et donc en termes de solutions quand même un peu à apporter, c'est un constat que je fais, c'est pas forcément la vérité, il faudrait vraiment faire des études beaucoup plus poussées, c'est plutôt ça sort pas non plus de nulle part, mais en termes de solutions, en tout cas ce que je remarque c'est qu'il y a quand même une forme de malaise, j'ai l'impression, avec cette dictature du bonheur, cette dictature de la liberté, sans forcément apprendre à être libre. Mine de rien, je trouve qu'on apprend à être libre. C'est pour ça que je défends surtout l'autonomie comme forme de liberté. C'est du coup déconstruire, faire une forme de généalogie, toujours se poser la question de qu'est-ce qui a rendu possible, que ce soit nos pratiques sociales, mais nos propres pratiques, qu'est-ce qui fait que l'on pense qu'elle en pense. C'est presque... La question, c'est pas de savoir si ce que l'on dit est vrai, mais pourquoi on pense que c'est vrai. Qu'est-ce qui a rendu possible cette forme de pensée, ce comportement, d'où ça vient, etc., etc. Et du coup, toujours le centre de ceci, c'est en apprendre plus sur soi-même. Parce que du coup, plus vous vous connaissez, plus vous avez de marge de manœuvre. Autrement dit, plus vous savez comment une voiture fonctionne, mieux vous savez conduire. Bon, c'est pas forcément la meilleure des métaphores, mais on voit bien que quand on apprend à conduire, on apprend la théorie, puis la pratique. Et la pratique consiste à comprendre un peu comment fonctionne une voiture, pour ensuite apprendre à conduire. Et c'est à force de répétition, du coup, que ça devient simple. Plus vous savez comment vous fonctionnez, plus vous êtes capable ensuite de communiquer sur la manière dont vous fonctionnez. Donc plus vous êtes à même de communiquer avec la personne avec laquelle que vous aimez, avec qui vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose. Et je crois que j'ai tout dit. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par une note ou un commentaire, ça aide beaucoup au référencement. Évidemment, vous pouvez partager cet épisode. Pour découvrir mon univers, je vous invite à me retrouver sur Instagram, @SimonDelannoy. C'est le réseau social où je suis le plus actif. Je poste régulièrement et surtout, ça me permet de répondre à l'ensemble de vos messages. Enfin, si vous voulez aller plus loin et découvrir mes accompagnements, je vous redirige vers mon site dont le lien se trouve en description. Sur ce, à bientôt et bon futur!